Bonjour à tous. Au sommaire ce mois-ci, dans votre magazine juridique, nous allons vous parler du divorce par consentement mutuel. Ce divorce qui s'oppose au divorce dit contentieux, qui sont au nombre de 3. Vous avez le divorce pour faute, le divorce pour rupture de 2 ans et le divorce qu'on appelle pour acceptation du principe, c'est-à-dire on est d'accord sur le principe de divorcer, mais on ne s'est pas entendu sur l'ensemble des conséquences du divorce. Au contraire du consentement mutuel, ce divorce amiable qui permet d'aplanir les tensions, d'obtenir des accords sur mesure à votre famille, mais s'il est idéal, comment est-ce qu'il se déroule? Comment est-ce qu'on peut aboutir à ces accords? En combien de temps peut-on divorcer par consentement mutuel? Avec combien d'avocats? Etc. Autant de questions auxquelles nous allons vous répondre grâce à la présence à mes côtés de maître Astrid Lanfranchi, avocate au barreau de Nice, associée du cabinet Caponi-Lanfranchi, qui est un cabinet généraliste à dominante en droit des personnes, mais aussi en droit des assurances et en droit public. Maître Lanfranchi, la toute première question, j'ai dit que c'était la voie à privilégier, le divorce par consentement mutuel par rapport aux autres. Pourquoi? Quels sont ses atouts majeurs? L'avantage premier et majeur, c'est la pacification de la procédure de divorce, puisque le consentement mutuel suppose que les époux se soient mis d'accord préalablement sur le principe de leur séparation et avec l'aide de leur avocat, tout au long de la phase préparatoire du consentement mutuel, ils vont également trouver un accord sur les conséquences du divorce et les modalités du divorce. Donc c'est un divorce pacifique, apaisé, qui est évidemment préférable au divorce contentieux et qui est tout à fait conforme à l'intérêt des époux, mais également à l'intérêt des enfants, évidemment. C'est un divorce d'autre part qui est beaucoup plus rapide, puisque la procédure de divorce par consentement mutuel, une fois que la requête et la convention de divorce sont prêtes, c'est-à-dire que tout a été négocié en amont entre les époux et leur ou leurs avocats, une fois que les avocats déposent la convention de divorce, on met environ 3 mois avant de passer devant le magistrat et d'obtenir une décision de divorce. Un divorce contentieux dure évidemment beaucoup plus longtemps puisque ça suppose une première phase de conciliation avec l'ordonnance de non-conciliation qui est susceptible d'appel, puis une deuxième phase devant le tribunal de grande instance où sont tranchées les questions définitives du divorce, qui donne lieu à un jugement qui est également susceptible d'appel. Donc un divorce contentieux peut durer des mois, voire des années. C'est un divorce qui est aussi moins onéreux, puisque dans les meilleures situations, les époux peuvent avoir un seul avocat, ce qui diminue le montant des honoraires. Et enfin, un des avantages majeurs aussi, c'est un divorce où les époux sont totalement maîtres de la procédure, maîtres des modalités de leur séparation. Ils participent réellement, ils sont acteurs de leur divorce. Ils évitent l'aléa judiciaire, puisqu'ils ne font pas trancher leurs différends par un tiers qui est le juge. Et donc, d'un point de vue même psychologique, c'est un divorce qui est beaucoup mieux supporté, mieux accepté par les époux qui ne sont pas passifs et qui subissent moins cette procédure. Voilà, et vous avez raison de le dire, comme ils participent à cette procédure et qu'ils acceptent mieux les accords, l'intérêt aussi, c'est que les accords qu'ils auront trouvés eux-mêmes, grâce à l'assistance de leurs conseils, qui seront donc équilibrés, seront des accords pérennes, qu'ils vont accepter d'appliquer. Alors que quand on a un divorce contentieux et que l'un des deux époux, par exemple, a gagné et qu'il est content, mais après il va avoir des difficultés d'exécution, et l'autre qui a perdu va sans cesse vouloir remettre les questions sur le tapis et ressaisir la justice à l'avenir. Donc, quand vous parlez de coûts réduits, parce qu'on peut avoir recours à un seul avocat, le coût est réduit aussi parce que justement toutes les procédures d'appel que vous avez citées tout à l'heure, ou même de retour vers le magistrat sur la base d'un élément nouveau post-divorce, là sont écartées en général quand on a prévu beaucoup de choses, même pour l'avenir, avec des clauses précises dans ce divorce, comme on l'a dit, sur mesure. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'avantages à choisir ce type de divorce-là. Est-ce qu'il y a des hypothèses où on ne peut pas le faire, où on ne peut pas l'envisager? Oui, bien sûr. Bon, des fois, des hypothèses d'abord où il n'y a pas de dialogue entre les époux. Ceux-ci ne sont pas d'accord sur le principe de la séparation et les modalités de la séparation. Les hypothèses également de violence conjugale, physique ou psychologique, où là, bien évidemment, le rapprochement est impossible.
Les hypothèses aussi, on en trouve parfois, où l'un des époux est véritablement sous la coupe de l'autre, sous l'emprise de l'autre, et où donc tout dialogue, toute négociation équilibrée n'est pas envisageable. Alors dans cette hypothèse-là, si les époux veulent malgré tout absolument recourir à un consentement mutuel, il sera absolument nécessaire d'avoir 2 avocats de façon à ce que la discussion soit totalement équilibrée, les intérêts de chacun pour que le plus faible, psychologiquement ou physiquement, se sente assisté aussi et ne soit pas dans un rapport triangulaire avec un seul avocat qui parfois peut être choisi par l'époux qui a l'ascendant psychologique ou physique sur lui. Il y a également un cas où on ne peut pas envisager le divorce par consentement mutuel, en tout cas pas tout de suite, c'est quand on n'a pas liquidé le patrimoine. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que la loi impose par rapport à ce divorce par consentement mutuel? Le consentement mutuel d'aujourd'hui, contrairement au consentement mutuel d'avant la réforme de 2005, qui supposait 2 étapes, 2 passages devant le juge, avec d'une part, en premier lieu, la présentation d'une convention temporaire qui avait pour objet de régler les modalités provisoires du divorce. Donc, le juge y homologuait des mesures provisoires qui étaient de nature, qui devaient régir la vie des époux pendant la procédure de divorce, puis 2e passage devant le juge avec la convention définitive où toutes les conséquences définitives et pérennes du divorce étaient homologuées et notamment la liquidation des intérêts communs des époux. Cette liquidation, effectivement, elle peut être longue puisqu'elle suppose parfois la vente d'un bien immobilier, elle suppose parfois qu'un des époux contracte un emprunt pour financer par exemple le règlement d'une soulte ou d'une prestation compensatoire. Elle nécessite de passer chez le notaire. Elle nécessite de passer chez le notaire, exactement. Et donc aujourd'hui, dans la nouvelle procédure de divorce où il n'y a qu'un seul passage devant le juge, tout se prépare en amont, d'où l'importance de la présence de l'avocat et de ses conseils, bien évidemment, puisque ce travail préparatoire, quand les époux notamment ont un patrimoine important, peut être tout à fait long, nécessite effectivement de la préparation, des opérations immobilières, un passage devant le notaire. Et c'est vrai que lorsque les époux se sont mis d'accord sur les conditions essentielles de leur divorce, ils peuvent regretter de devoir attendre d'être prêts à liquider leur situation et donc de passer devant le juge en homologation de leur convention de divorce. À ce moment-là, on peut penser à l'acte d'avocat qui est tout à fait adéquate puisque c'est un acte qui est mieux qu'un acte sous seing privé d'un point de vue juridique, qui a plus de valeur, qui est quasiment équivalent à un acte notarié et qui va permettre de figer, de rendre définitifs les accords déjà intervenus entre les époux de manière à leur permettre ensuite d'attendre, d'être prêts à liquider leurs intérêts communs, d'être passés devant le notaire et donc ensuite de soumettre à l'homologation du juge leur convention de divorce. Alors vous avez tout à fait raison de préciser que l'effet pervers de la réforme donc, de la loi de 2004 qui est rentrée en application au 1er janvier 2005, on nous a annoncé ça de manière, on va dire, un petit peu avec un effet d'annonce en disant grâce à cette réforme, maintenant vous allez pouvoir passer une seule fois devant le juge, ça va aller beaucoup plus vite. Tout ça était quand même pas tout à fait honnête, on va dire, dans la présentation, c'était très politique, parce qu'en réalité, tout ce travail en amont qu'on doit faire et de négociation, avant même de se mettre d'accord, et d'application, comme vous le disiez, pratique d'actes notariés, de vente à des tiers, etc., peut prendre beaucoup de temps. Et parfois, dans des divorces avec des enjeux, où il y a du patrimoine des enfants, on peut négocier pendant presque 1 an. Donc, ça peut être aussi long qu'une autre procédure. L'avantage, quand même, c'est qu'elle est consensuelle et que donc les gens vont adhérer. Alors, pour contourner cette difficulté, on a effectivement imaginé, grâce à une loi de 2009, cet acte d'avocat que vous avez cité, de proposer aux clients de faire cet acte d'avocat comme on faisait avant la convention temporaire. La différence quand même, c'est que l'acte d'avocat n'est pas un jugement et que si la personne en face, par exemple, qui a une obligation alimentaire, de pension alimentaire, ne paye pas, on ne peut pas la faire appliquer. Il faut quand même retourner devant le juge. C'est quand même moins intéressant. Il faut y recourir dans des dossiers où on sait que les époux, quand ils s'engagent, exécutent derrière. Donc, il y a l'acte d'avocat. Comment peut-on faire aussi si on ne recourt pas à cet acte d'avocat, si on veut avoir un jugement et donc procéder par la voie légale et judiciaire, on va dire. Comment fait-on? Comment conseille-t-on nos clients pour pouvoir commencer dans la procédure de divorce quand même, malgré le fait qu'ils n'ont pas liquidé avant?
de déposer la requête en divorce. À ce moment-là, on passe par le stade de l'ordonnance de non-conciliation. En conciliation, on fait homologuer déjà certaines mesures, ce qui vous laisse un délai de par la loi pour ensuite repasser devant le juge, soit dans le cadre d'un divorce normal, entre guillemets, soit via une passerelle pour faire homologuer les dispositions définitives du divorce, une fois effectivement qu'on sera prêt, qu'on aura liquidé et qu'on aura fait toutes les modalités, qu'on aura effectué toutes les modalités de la liquidation. Parce que la loi effectivement de 2005 permet cette passerelle. À tout moment de la procédure d'un divorce dit contentieux, on peut repasser vers le consentement mutuel quand on a eu le temps de liquider. Ouais. C'est très important de le préciser. Alors, dans cette convention qui règle l'ensemble des effets du divorce, est-ce qu'on a le libre choix? Est-ce qu'on peut tout faire? Alors c'est vrai que dans l'esprit des gens, dans la mesure où on leur présente ça comme un divorce contractuel, totalement consensuel, ils pensent qu'ils vont pouvoir prévoir tout et n'importe quoi dans leur convention de divorce. C'est vrai que c'est un divorce à la carte, sur mesure, qui laisse quand même beaucoup de liberté aux époux pour adapter réellement les clauses de leur divorce à leur situation particulière. Cela étant, bien entendu, le juge exerce un pouvoir de contrôle, il homologue la convention, mais avant tout, il en contrôle le contenu et il va contrôler que la convention ne contient pas de clauses illicites ou contraires à la loi. Il va également contrôler le fait que la convention prévoit des accords équilibrés et que notamment un des époux ne se fait pas totalement flouer, par exemple, d'un point de vue financier. Je pense à l'absence ou à la présence d'une prestation compensatoire, à son montant, aux modalités de la liquidation des intérêts communs. Et également et surtout, il va contrôler que l'intérêt des enfants est préservé et que toutes les clauses qui concernent les enfants sont prévues dans leur intérêt et sont applicables dans leur intérêt. Donc le juge a un véritable pouvoir de contrôle, de censure, d'où l'intérêt d'être assisté pour que les conventions colle bien sûr à ce qu'on veut faire, mais qu'elle soit aussi compatible avec les dispositions légales et aussi, comme vous l'avez très justement dit, avec l'équilibre des besoins de chacun des membres de la famille, les époux et aussi les enfants. Dans le cadre de ce conseil, de cette assistance par un avocat, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut recourir à un seul avocat. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ne prendre qu'un seul avocat plutôt que deux, parce qu'on peut parfaitement négocier, c'est important de le souligner, et aboutir à un consentement mutuel, y compris avec deux avocats. L'hypothèse du recours à un seul avocat pour les deux époux n'est envisageable que si la négociation est simple, qu'elle n'est pas longue et que les époux sont très vite d'accord sur les points essentiels de leur divorce. À ce moment-là, effectivement, c'est plus rapide, parce que la négociation sera plus rapide et c'est évidemment moins cher puisque un seul avocat est à rémunérer. Dans toutes les hypothèses où le divorce est plus complexe, où la négociation est plus longue, parce que dans de nombreux cas, un des époux souhaite davantage divorcer que l'autre. Et donc, dans le cadre de ce travail préparatoire auquel participe réellement l'avocat, et là, il y a tout l'aspect psychologique du travail de l'avocat, il y a effectivement tout le processus d'acceptation par l'époux qui souhaite le moins divorcer du principe du divorce, avant même de commencer à réfléchir aux modalités, pour ça, il faut aux du conséquences. Temps et une bonne assistance. Exactement. Donc là aussi, la présence de l'avocat est absolument indispensable et incontournable. Donc il y a des hypothèses où la négociation est plus difficile, plus longue parce que plus complexe, où de nombreux désaccords opposent encore les époux, même si in fine on aboutit à un consentement mutuel. Et dans ce cas-là, bien sûr, il est préférable de recourir à deux avocats, un par époux, d'autant plus que les époux, dans cette hypothèse-là, ont vraiment le sentiment qu'ils sont totalement défendus, que leur avocat les représente, défend leurs intérêts, et au bout du compte, on a certainement une situation plus équilibrée et plus pérenne, c'est-à-dire qui sera moins contestée, même après le divorce. On évite aussi un inconvénient, c'est celui de ne plus pouvoir avoir recours à l'avocat qu'on avait choisi au départ. Totalement. Si l'un des deux époux finalement est en désaccord, mais a déjà été reçu, a déjà donné des éléments d'information à l'avocat commun et finalement ne s'entendent plus. À ce moment-là, l'avocat en question doit se déporter au profit de deux nouveaux
avocats. Donc pour éviter ce risque et de recommencer à zéro, et donc une économie de bout de chandelle, parce que finalement on ne voulait n'en payer qu'un, mais au bout du compte on en payera 3, il faut faire aussi attention à cet aspect-là. D'ailleurs aujourd'hui, dans les modes alternatifs de règlement des litiges qui émergent actuellement, on parle de procédure participative dans le code, on parle aussi de processus de droit collaboratif. Tous ces nouveaux modes qui permettent de négocier plus facilement, et ce sont des techniques véritables qui vous permettent de trouver des accords. Dans ces cadres-là, les 2 avocats sont absolument nécessaires pour les raisons que vous venez d'indiquer. Alors, rappelons aussi qu'à une époque, une réforme voulait éventuellement transférer les divorces par consentement mutuel au notaire plutôt qu'à l'avocat. Donc là-dessus, on rappelle que l'avocat était le praticien naturel dans la mesure où si le notaire est compétent en droit patrimonial, seuls les avocats sont compétents et en droit patrimonial et en droit des personnes. Et plus récemment, Madame Taubira, elle, envisageait de conférer ce divorce au greffier plutôt qu'au magistrat. C'était aussi une hérésie. Les avocats sont montés au credo, non pas pour défendre leur position, parce que dans le cadre du divorce au greffier, les avocats étaient quand même obligatoires, mais dans l'intérêt des justiciables. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Déjà, l'avocat, l'intérêt de recourir à l'avocat, c'est que d'abord, par rapport au notaire, il a des compétences équivalentes en droit patrimonial. Effectivement, il est plus compétent et expérimenté en droit des personnes et il a tout de même une expérience réelle du judiciaire. Or, le divorce, même quand il est par consentement mutuel, il est judiciaire, on passe devant un juge, on fait homologuer une convention par un juge et donc l'avocat est là pour vérifier que toutes les dispositions du divorce sont susceptibles d'être homologuées, qu'on ne va pas se heurter à un refus du juge. Et donc là, il faut une connaissance de cette phase judiciaire et une expérience de cette phase judiciaire. Le greffier, quant à lui, je pense que l'avocat est quand même plus compétent tant en matière juridique qu'en matière judiciaire que le greffier. Donc dans toutes ces hypothèses-là, il est préférable de recourir à l'avocat qui est l'interlocuteur naturel du règlement du divorce. Ça ne posait pas de difficulté, mais on voulait squeezer le juge au profit du, entre guillemets, squeezé, au profit du greffier. Or, un juge est seul apte à voir l'équilibre d'une convention. Un greffier n'a pas passé le même concours, n'a pas eu la même formation. Et s'il est apte, bien sûr, à vérifier tout ce qui est administratif dans un dossier, il ne l'est pas pour l'équilibre des accords trouvés. Et ce type de procédure, si elle était plus rapide, moins onéreuse et plus démagogique finalement, parce qu'il faut... il faut le dire, aurait été susceptible de générer un contentieux après divorce énorme. C'est-à-dire que les divorces étaient mal réglés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment approfondis, adaptés à la situation de chacun des couples et des familles qui ont divorcé. Et donc, au bout du compte, après le divorce, intervenait un contentieux qui était inéluctable finalement. Voilà. Et puis le souci, effectivement, de désengorger les audiences, qui est un souci louable, on le comprend parfaitement, c'est pas forcément dans ces procédures-là qu'on va permettre de désengorger, parce que ces procédures-là ne prennent que quelques minutes. Le juge vérifie juste l'accord des personnes sur le principe du divorce et ensuite vérifie l'équilibre des conventions. C'est pas ça qui retarde véritablement les audiences, mais plutôt le contentieux. Alors, autre écueil à éviter et sonnette d'alarme à tirer dans le cadre de cette émission, auprès de nos téléspectateurs, c'est par rapport au divorce sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous ces sites-là qui prolifèrent en disant divorce pas cher, divorce à partir de tant d'euros, un prix absolument pas raisonnable par rapport à un travail sérieux à fournir, comment ça fonctionne, pourquoi les gens sont attirés par ça et quels sont les dangers surtout que cela génère? Alors, ce sont des divorces à prix cassé, effectivement, qui sont proposés par des sociétés sur Internet où on remplit une sorte de QCM et ensuite on ne rencontre jamais son avocat dans le cadre de la phase préparatoire. Donc déjà, il n'y a pas de relation humaine qui se crée où chacun des époux explique sa situation particulière à son avocat et il n'existe pas de divorce type, de famille type, de couple type. Chaque cas est unique et le divorce doit à chaque fois être adapté à la situation particulière du couple et de la famille. Donc divorce où on remplit un QCM et où ensuite on vous propose une convention. Vous ne rencontrez l'avocat que le jour de l'audience.
et cette convention est homologuée ou pas. Alors c'est un type de divorce certes qui est très peu onéreux, par rapport aux honoraires habituellement facturés dans ce type de procédure. Cela étant, c'est un procédé qui est formellement condamné par nos instances et notamment par le Conseil national des barreaux. C'est un procédé qui a également déjà été condamné par la justice puisque certaines sociétés qui proposent ce type de service ont déjà fait l'objet de condamnation. Ont dû fermer, mais d'autres renaissent ont immédiatement. proliféré parce que c'est un vrai marché, effectivement. C'est un procédé, à mon avis, qui certes est intéressant financièrement, et encore, mais qui est très peu sécure pour les époux. D'abord, qui n'est pas du tout satisfaisant, puisque, encore une fois, là, on est très très loin du divorce sur mesure, puisqu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de négociation accompagnée et conseillée par un avocat, il n'y a pas d'adaptation de la convention de divorce à la situation particulière dans laquelle vous vous trouvez. Et à mon sens, c'est un type de divorce, d'une part, qui risque de se heurter à un refus d'homologation du juge, parce que le juge n'est pas dupe et il sent très bien que c'est une convention type qu'on lui propose. Dès qu'il commence à interroger les époux dans le cadre de l'audience, il comprend très bien que ça n'est pas une convention qui a été adaptée à leur situation particulière. Et que le consentement reste à désirer. Exactement. De certaines personnes qui ont renoncé, par exemple, à une prestation compensatoire pour divorcer rapidement parce que l'époux a choisi de recourir à ce procédé par Internet en disant « j'ai payé le prix », etc. Donc, à l'audience, ça peut être quelque chose qu'on va rejeter. Exactement. La demande risque d'être rejetée. Exactement. Et je pense que c'est un type de divorce qui aboutit à un important contentieux après divorce, parce que justement, la convention n'est pas adaptée, et donc ça génère ensuite un contentieux dès qu'il y a un élément nouveau et même si le juge homologué dans ce cadre de figure-là, il faut savoir aussi que le recours contre une décision de divorce par consentement mutuel, qui est la voie de recours, c'est celle de la Cour de cassation, risque de voir ensuite annuler le divorce prononcé. Et là, il faut recommencer tout à zéro, ce qui là, du coup, n'est pas ni rapide, voilà, ni peu coûteux. On fait peut-être des économies au début, mais d'abord, on prend des risques très importants. On risque de payer beaucoup plus cher à la fin et on perd du temps, à mon sens. Donc, à déconseiller. D'accord. Donc, dernière question sur le contenu des clauses qui peut y avoir dans cette convention. Vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut vraiment, mais on peut faire plus de choses créatives que dans le droit commun. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur la prestation compensatoire, sur les mesures fiscales, sur... Bien sûr. Donc, on parle vraiment de divorce sur mesure, de divorce à la carte, c'est-à-dire que c'est un divorce réfléchi, négocié, qui est là pour prévoir des clauses totalement adaptées à la situation particulière des époux et de la famille. Avec plus de possibilités que ce qui est prévu dans la loi. Un juge, dans une procédure de divorce normale, ne pourra qu'appliquer ce qui est prévu dans les différents tirés du code. En revanche, dans ce divorce-là, on peut faire autrement. Exactement. Déjà, pour la prestation compensatoire, on peut prévoir qu'elle est payée sur une période supérieure à 8 ans, alors que le juge, au terme de la loi, ne peut pas le faire dans le cadre d'un divorce contentieux. On peut également tout imaginer. On peut par exemple prévoir que les effets du divorce entre les époux seront à une date déterminée qui peut être antérieure à la date de séparation effective. On peut aussi prévoir une multitude de choses en matière fiscale par rapport, par exemple, à la charge de l'impôt, par rapport au rattachement du ou des enfants au foyer de l'un des époux. Donc il y a une véritable liberté à ce niveau-là qui permet réellement d'avoir un divorce totalement adapté à sa situation particulière. Parfait. Cette émission touche à sa fin. Je crois que nous avons répondu à bon nombre de vos questions. Lorsque le divorce devient inéluctable, il faut absolument rencontrer son avocat pour avoir tous les conseils et, si possible, envisager cette voie reine du divorce par consentement mutuel, sauf les cas où cela n'est de toute façon pas possible. Et surtout, avec votre avocat, un ou deux avocats, c'est l'idéal. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée, passez un bon été. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour un prochain numéro d'À votre avis maître. À très bientôt.